Bienvenue à tous. Nous célébrions au tout début de ce mois de décembre la journée mondiale de lutte contre le sida, une date cruciale pour sensibiliser et agir contre cette pandémie mondiale. L'Algérie compte à peu près 24 000 porteurs du VIH-sida. Selon les chiffres officiels, certaines associations suggèrent qu'il y aurait 26 000 cas, puisque selon elles, une grande partie des personnes vivant avec le VIH n'ont probablement pas été dépistées. Le VIH reste, rappelons-le, un problème de santé publique à l'échelle mondiale. 40 millions de personnes à peu près sont concernées. La maladie connaît une transmission continue dans tous les pays du monde, dont certains parlent d'une tendance à la hausse des nouvelles infections alors qu'elles étaient auparavant en baisse. Les efforts de prévention doivent être certainement doublés pour inverser cette tendance exponentielle en luttant notamment contre les clichés et la stigmatisation puisque certains tabous persistent et ils dissuadent beaucoup de personnes à se faire dépister. Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir une habituée de l'émission, une habituée de ce thème particulièrement, professeur Achour Nassima. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes chef de service infectiologie B à Al-Qattar à Alger. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Bousrouk Salima. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes responsable du laboratoire national de référence VIH-Sida à l'Institut Pasteur d'Algérie. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Hamadi Samia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. Bienvenue, mesdames, à cette émission dont le but, en tout cas, est d'amener un maximum de personnes à se sentir concernées par ce sujet, à se faire dépister. En termes de lutte contre le VIH, l'Algérie n'a pas lésiné sur les moyens, me diriez-vous, hein, docteur Hamadi. On a quelque chose comme 16 centres de prise en charge, plus d'une soixantaine de centres de dépistage, hein. Peut-être que beaucoup de gens l'ignorent d'ailleurs, hein, il faut le rappeler. Une couverture complète, une gratuité de soins pour les personnes touchées par cette maladie. Mais force est de constater quand même qu'aujourd'hui, la tendance est à la hausse, malheureusement, et que beaucoup de malades arrivent à un stade tardif. Qu'est-ce qui ne va pas avec tous les moyens qu'on dégage, docteur Hamadi? Où se situe selon vous le dysfonctionnement? Merci pour l'invitation. Merci aussi pour cette mission qui va faire connaître davantage le VIH et le sida. Comme vous le savez, maintenant, le sida, c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui est connue normalement, même si on essaye de faire semblant qu'elle n'existe plus, qu'elle n'est plus. D'ailleurs, quand on en parle, les gens ils disent mais elle existe encore le sida? Mais malheureusement, oui, on ne parle pas assez. On ne parle pas assez et je pense qu'on doit renforcer un petit peu la communication dans ce sens. Mais communiquer, ce n'est pas seulement pour rappeler que le sida est là, que les moyens, les modes de transmission, mais c'est surtout de rappeler les barrières les barrières, je dirais, pour la riposte face à cette menace. Les barrières qui sont particulièrement la stigmatisation et la discrimination, à tous les niveaux, je dirais. Est-ce qu'on peut parler d'une augmentation? Oui et non. Peut-être que parce que maintenant, comme vous le savez... en tout cas, c'est pas uniquement propre à l'Algérie, docteur Hamadi. Oui, non, je ne dis pas... Il y a eu une stagnation, il y a eu une diminution depuis 2010, et puis ça a remonté. Mais là, je dirais que c'est aussi parce que à tous les niveaux, les États se sont engagés à l'élimination du VIH d'ici 2030. Et donc, il y a l'accélération du dépistage et beaucoup travaillent dans ce sens. Et il y a aussi une baisse de vigilance, il faut le dire, parce que, comme vous le savez, les personnes maintenant qui se disent, il y a les médicaments, il y a la PrEP, il y a... donc, ça fait rien, je peux ne pas prendre les précautions, de toute façon, il y a le médicament. Et je pense que c'est ça qui fait... C'est le tort et c'est ça qui fait qu'il y a une augmentation du nombre de cas. Oui, effectivement, l'augmentation peut-être de cas, vous pouvez le confirmer, hein, professeur Achour, je pense que depuis 2021, en tout cas, on parle d'une augmentation de la tendance. Mais ce qui est peut-être plus dérangeant que cette augmentation de la tendance, c'est que les gens arrivent aujourd'hui à un stade final et que, c'est-à-dire même
nos efforts contre la mortalité, on n'arrive pas finalement à réduire la mortalité, puisque les gens arrivent à un stade final. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ils arrivent à un stade final, c'est simple, c'est dire que la maladie a évolué déjà dans le temps. Ce n'est pas 2 ans ou 4 ans comme on discutait avec ma consoeur, mais c'est-à-dire qu'ils sont passés par des consultations où le diagnostic n'a pas été posé, alors qu'il est très simple. Ils ont erré. Voilà. Il est très simple, il faut y penser maintenant. Et Mme Hamadi l'a bien dit, nous sommes devant une augmentation du chiffre, peut-être parce qu'on dépiste un peu plus. C'est ça. Mais ce n'est pas toujours assez. Il faudrait qu'on fasse encore beaucoup plus. Dépister, il faudrait que ça devienne à tous les niveaux. Il faut y penser, il faut dépister. Parce que nous, la précocité dans la prise en charge, et c'est ce que nous voulons, notre but essentiel, c'est pour pouvoir leur assurer une longévité un peu plus importante que ce que leur permet la maladie. Et elle l'a dit aussi, il faut le dire, c'est important. Les gens se disent maintenant il y a les médicaments, c'est une maladie chronique, donc c'est gérable. Non, faites attention. Il y a les médicaments, oui, mais quand je peux me prémunir, il vaut mieux se prémunir. Parce qu'en fin de compte, la meilleure arme pour nous, c'est la prévention. Absolument. C'est la meilleure arme. Et en parler, pour que les gens sachent que c'est une maladie qui existe, elle est avec nous. Nous devons tout faire pour minimiser de ces nombres de patients. Il faut rappeler aussi, Dr Hamadi, qu'aujourd'hui, il y a un plan national stratégique de lutte contre les IST, VIH-Sida 2024-2028. Ça, c'est important. C'est le 8e plan. Oui. Donc l'Algérie, c'est depuis le début, donc elle s'est engagée pour faire face à cette menace. Et donc nous sommes à notre 8e plan stratégique qui est multisectoriel. Donc c'est un plan qui concerne 13 quand même départements ministériels, plus des organisations sous tutelle et des personnes ressources. Donc nous avons des associations thématiques qui font partie de ce comité, qui ont élaboré ce plan, et que chaque secteur est censé faire son propre plan opérationnel pour faire face. On voit par exemple, quand on parle de la santé, parce que c'est la santé qui prend en charge. On dépiste et on prend en charge. Mais les autres secteurs ont un rôle très important à jouer dans la prévention, justement, dans la sensibilisation. Oui. Alors, puisque vous parlez de sensibilisation, on a parlé aussi de stigmatisation au tout début de cette émission, on a tendance à dire et à rappeler à chaque fois que cette maladie est surtout disséminée parmi les populations, ce qu'on appelle les populations cibles. On dit que la contamination ou la transmission est surtout dans ces populations. Est-ce qu'on n'a pas tort d'insister sur ce point, selon vous, professeur Bousroub? Est-ce qu'on ne devrait pas parler, la question je vous la poserai à vous aussi, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait peut-être parler d'une manière un peu plus générale quand même pour amener monsieur tout le monde à se faire dépister Oui, effectivement, c'est vrai que les données statistiques épidémiologiques parlent d'infection qui est ciblée vers ces populations vulnérables, mais il faut dire que c'est les résultats d'enquêtes épidémiologiques. Mais c'est sûr que cette infection, elle touche tout le monde. C'est toute la population générale qui est concernée, et pas uniquement que cette catégorie donc, de personnes vulnérables. C'est sûr qu'aujourd'hui, la prévention, elle est dirigée à tout le monde, à toute la population générale, et il ne faut pas dire que ça n'arrive pas qu'à moi. Il faut justement que toute personne, c'est-à-dire qu'il soit vulnérable ou pas, connaisse un peu son statut sérologique, et on doit l'encourager justement dans les mœurs, en fait, à se faire dépister. Tout à fait. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que cette population qu'on a tendance à appeler population vulnérable ou population cible, elle est en contact avec la population générale, Dr Hamadi. Tout à fait, oui, mais quand on parle en fait, nous utilisons le mot population vulnérable, et là on parle de la femme, de la femme et des jeunes. C'est une population qui est vulnérable, mais on a les populations clés qui sont à haut risque d'exposition au VIH, c'est-à-dire de par un comportement, de par un mode de vie qui fait que ces personnes sont plus exposées au risque aussi bien des IST, des infections sexuellement transmissibles qui sont des lits du VIH, du sida, mais aussi du VIH. Quand on parle vous savez que le ministère de la Santé a élaboré, et il a une stratégie de dépistage.
Et cette stratégie, c'est une stratégie intégrée. Ça veut dire qu'on dépiste aussi bien le VIH, les hépatites que la syphilis. Mais là, à côté de ça, c'est qu'il y a une instruction ministérielle qui a été diffusée à tout le personnel de santé. On dit qu'il faut saisir toute opportunité de soins pour proposer le dépistage. Ça ne veut pas dire que, certes, nous avons près de 65 centres de dépistage. Vous allez me dire que ce n'est pas assez peut-être, mais il faudrait que ces centres soient fréquentés. Il faudrait que la population se dirige. Il faudrait qu'elle connaisse qu'il y a des centres de dépistage, d'autant plus qu'il y a le respect quand même, il y a l'anonymat, mais il y a aussi le secret médical. Donc, il n'y a pas de risque. Et ça ne veut pas dire parce que, pour une raison ou pour une autre, j'ai été contaminée. Je ne sais pas comment, mais le fait de connaître son statut, ça peut le protéger contre soit une maladie. S'il est négatif, donc il va maintenir son statut, mais s'il est positif, il va être orienté pour une meilleure prise en charge et à ce moment-là, il pourra mener une vie normale. Oui. Donc vous voyez tout ça, mais je pense qu'il faudrait y penser. Il faudrait y penser et le statut, connaître son statut, toute personne doit connaître son statut. Oui, absolument. Alors, est-ce que ça marche finalement? Est-ce que les Algériens se font dépister, professeur Bousroup? On a parlé de l'augmentation, on a dit probablement parce qu'on cherche plus, donc on trouve plus. Est-ce qu'on a plus, effectivement, de dépistage par an? Alors, il faut savoir que la pandémie Covid-19 a été marquée par des perturbations, il y a eu des peurs, il y a eu des confinements, des isolements, et donc cette période a connu une réduction drastique du nombre de dépistages, que ce soit pour le VIH, que ce soit pour les autres maladies, on le sait. Et après la pandémie, on a remarqué que le chiffre s'est multiplié par 3. Donc le dépistage a vraiment augmenté. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que les gens ils vont se faire dépister, mais c'est jamais assez. Il y a eu une augmentation, on a bien remarqué ces 3 dernières années, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que certains centres de dépistage ne reçoivent pas beaucoup de personnes pour se faire dépister. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, on est là justement pour encourager ces personnes d'aller vers ces centres de dépistage qui sont gratuits, anonymes et confidentiels. C'est jamais spontané, ou si finalement, c'est jamais spontané. C'est-à-dire une personne qui se réveille un jour et elle se dit, viens, je vais aller me faire tester ou dépister du VIH/SIDA. Non, ça n'arrive jamais comme ça. On aimerait que ça se fasse. On aimerait que ça se fasse justement, mais malheureusement, ils ne le font pas systématiquement. Ils ne le font que quand ils savent qu'ils ont fait quelque chose. Il y a eu un risque. Donc c'est là où ils vont se dépister. Mais parfois, des journaux, ils disent, tiens, j'ai un ami, pourquoi pas, je vais aller me faire dépister. Ça, c'est bien. Et ça, on voit ça surtout quand on en parle. Alors vous voyez, cette période, il y a beaucoup de gens qui viennent se dépister. Mais ils ne vont pas se dépister là où ils habitent. Ils iront plus loin. Alors, pour garder l'anonymat. Et ça, c'est un peu difficile. Mais le dépistage systématique, normalement, c'est plus chez la femme enceinte. Et vous savez que l'Algérie s'est inscrite pour l'élimination, pour la triple élimination de la transmission verticale, donc de la mère à l'enfant. Et ça, vraiment, on espère y arriver d'ici 2026 parce que nous avons très peu. On avait de très bons résultats déjà en 2019. Je pense qu'on était à 55%. Oui, non, on est bien, d'autant plus qu'il faut dire. Peut-être qu'il y a eu un recul par rapport à la pandémie justement de la Covid-19. Mais je dirais que parce que les personnes, peut-être qu'on ne dépiste pas à temps la femme enceinte. Et au niveau des cliniques privées, on ne sait pas s'ils sont dépistés. Et s'ils sont dépistés, est-ce qu'ils sont pris en charge à temps? Parce qu'il faut les orienter, il faut les prendre en charge pour éviter... sur ce plan particulièrement, parce qu'on sait aujourd'hui quand même que c'est la moitié quand même, les femmes, c'est la moitié des victimes du VIH/SIDA, j'ai envie de dire. Ils représentent quelque chose comme 50% des malades. On gagnerait beaucoup à surveiller les femmes enceintes, par exemple. Comment peut-on justement être efficace là-dessus? Est-ce que c'est pas du ressort justement de la tutelle de faire d'obliger vous parliez des cliniques privées par exemple? Le dépistage, ils le font, vous voyez, ils le font, mais je dirais que la femme enceinte, elle est dépistée, il y a dans son bilan prénatal, elle fait son bilan, mais on ne refait pas
peut-être assez, et c'est pour la raison pour laquelle on continue à avoir encore des naissances qui naissent quand même avec contaminées. Ça, c'est quand même triste parce qu'on voudrait éliminer, d'autant plus que pour l'hépatite, on a le vaccin, pour le VIH, on a le médicament et pour la syphilis aussi. Donc là, toute personne, bon, on sait très bien que toutes les mamans accouchent dans un milieu assisté, donc là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour le moment d'avoir ou actuellement d'avoir un enfant qui va naître contaminé. Oui, donc, c'est un point qu'on abordera tout à l'heure. Je veux juste vous proposer, mesdames, de regarder un reportage dans lequel on revient. Ça a été tourné d'ailleurs dans votre service, professeur Achour. On va voir justement comment se passe la prise en charge des malades atteints du VIH/SIDA. Regardez, c'est un reportage signé Naïma Loulich. Regardez. Les personnes porteuses de VIH ne développent pas nécessairement le sida. Et s'ils le développent, c'est qu'ils ont mis longtemps, très longtemps, à se faire dépister. Résultat, le virus évolue alors vers le stade sida et c'est le cas de nos 2 témoins particulièrement atteints. J'ai 4 enfants. Au moment où j'ai fait mon dépistage, j'étais dans un état désespéré. L'hôpital de ma région m'a envoyé ici à Al-Qattar où le personnel médical s'occupe très bien de moi. Grâce au traitement, je me sens un peu mieux. Le personnel médical me prodigue matin et soir un protocole thérapeutique, ce qui a stabilisé ma maladie. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'espère que mon état va s'améliorer. Ne pas confondre donc VIH qui est le virus et le sida qui est la maladie qu'on développe lorsqu'on n'a pas accès au traitement. Mais quels sont les symptômes pouvant nous alerter ? Les premiers symptômes peuvent se confondre avec beaucoup de symptômes que l'on retrouve dans d'autres pathologies. Mais celui que nous retrouvons le plus et qui est commun, souvent, c'est faire un syndrome pseudogrippal, c'est-à-dire un peu de fièvre, des maux de tête, des arthralgies, de la fatigue, et à ces signes peuvent venir s'ajouter les courbatures. On retrouvera, quand on fait un bon interrogatoire, une petite perte de poids. On retrouvera des troubles du transit, comme de la diarrhée, qui vient et qui part sans cause, qu'on n'arrive pas à étiqueter. Mais le signe le plus important, c'est la lymphopénie, c'est l'effondrement des cellules immunitaires. Grâce aux nouvelles thérapies, le VIH peut se traiter comme n'importe quelle maladie chronique, tandis que les séropositifs ne présentent plus aucun danger de transmission et peuvent vivre avec le virus sans développer la maladie. C'est le plus important pour un malade. Si on la diagnostique précocement, nous faisons tout par instaurer un traitement précocement et suivre le malade et retarder le plus loin possible la survenue du stade sida. Le dépistage doit être précoce. Le dépistage a toute son importance. Maintenant, on va sur le fait qu'il doit être fait à tous les niveaux, au niveau de tous les centres. Il y a des tests rapides qui se vendent dans la plupart des laboratoires. L'idéal, c'est d'envoyer nos malades au niveau de nos centres de dépistage anonymes que nous avons au niveau des hôpitaux. Exemple, à El Ketar, nous en avons un, c'est le CDV. Aujourd'hui, on peut vivre et vieillir avec le virus qui n'est plus une fatalité à condition qu'on procède au dépistage précoce. En tout cas, c'est la seule et unique manière de lutter contre l'évolution du virus vers le stade hautement risqué qu'est le sida. Un peu comment se fait la prise en charge. On va revenir en tout cas sur tous ces points. Mais avant, j'ai envie de rappeler les objectifs assignés pour 2025. Ce sont les objectifs de l'OMS. Alors, les objectifs sont 95% de diagnostic de toutes les personnes vivant avec le VIH, 80% qui devraient être sous traitement et 80% doivent obtenir une suppression de la charge virale. On en est où ? On en est où de tout ça, professeur Bouzrou ? Alors, on n'est pas quand même très loin de ces chiffres, j'imagine. Je pense que le docteur... Je pense qu'on en est loin, 95%. Vous ne pensez pas 2025, c'est demain. C'est demain, 2025. Ouais. Écoutez, c'est vrai que
Mais dans le monde entier, je pense qu'on peut généraliser, c'est pas uniquement par rapport au diagnostic et par rapport au suivi par la mesure de la charge virale. Donc on a parlé un peu du dépistage, on a dit qu'il faut aller se faire dépister. Si on n'arrive pas à atteindre les 95%... Je vous pose la question justement parce que je sais qu'à votre niveau, vous suivez justement par exemple la charge virale. Tout à fait. Concernant donc le suivi, parce que le laboratoire il a son rôle de diagnostic de cette infection et en même temps de suivre biologiquement ces patients qui sont atteints donc de cette infection. Le suivi, il peut se faire donc juste au début de l'infection. Il y a un bilan initial, il y a un bilan donc de surveillance durant le traitement. Donc si vous voyez, donc le laboratoire, il travaille toujours en collaboration avec l'infectiologue pour prendre en charge cette infection. Concernant le suivi biologique, le monitoring virologique pose un petit peu problème. Pourquoi? Parce que la mesure de la charge virale, qui est une technique de biologie moléculaire, elle n'est pas disponible au niveau de tous les laboratoires. Vous savez qu'il y a à peu près 17 CDR, centres de prise en charge de l'infection VIH, c'est des centres de référence. Malheureusement, ces centres ne disposent pas donc, de plateforme de biologie moléculaire pour pouvoir lancer ce paramètre, ce marqueur qui est indispensable. C'est un marqueur pronostic, c'est un marqueur, c'est un indicateur de l'évolution de la maladie, de cette infection. C'est un marqueur qui vous dit est-ce qu'il y a efficacité thérapeutique ou est-ce qu'il y a un échec thérapeutique. Donc quand même, c'est un marqueur biologique essentiel. Malheureusement, nous l'avons donc à plusieurs reprises effectivement, il y a eu des problèmes aussi de disponibilité du réactif on l'a toujours évoqué à plusieurs reprises, une rupture donc de réactifs, des difficultés d'approvisionnement, parce que c'est un réactif qui coûte un peu plus cher par rapport au réactif sérologique, et donc les établissements de santé ne peuvent pas donc acheter donc ces réactifs. Docteur Hamadi, votre commentaire sur justement ce dysfonctionnement, la difficulté à un moment donné, il n'y avait pas de réactif pour mesurer la charge virale chez les patients. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, non, c'est sûr. On ne dit pas que tout est beau, tout est blanc. Mais c'est sûr qu'il y a eu quelques perturbations. Mais un dysfonctionnement, c'est sûr, mais c'est un problème aussi de gestion. Et donc, on travaille pour justement trouver un mécanisme pour éviter tout cela. Tout le problème, c'est peut-être par rapport à une gestion locale au niveau de ces centres, parce que parmi les critères de création d'un centre de référence de prise en charge, justement, il doit disposer aussi bien pour le diagnostic biologique, pour un suivi des malades, que pour les médicaments, pour la prise en charge. Donc tout ça, et d'autant plus qu'il faut qu'il y ait une prise en charge globale. Je pense qu'il y a eu des petites, mais on travaille là-dessus. C'est un point très important, professeur Rachov, pour le suivi des malades, que de savoir la charge virale. Dès le départ, parce que c'est notre moyen du suivi et de voir s'il est observant et si nous sommes positifs dans sa prise en charge. Nous avons des charges virales qu'il faut faire à M0, à M1, à M3, à M6 et à M9. Ça va déterminer aussi le comportement de cette personne dans la vie de la vie de couple. Et surtout s'il est répondant au traitement. Parce qu'ensuite, si ce n'est pas le cas, c'est autre chose, c'est d'autres examens encore que nous sommes censés en réalité faire dès le départ, mais nous ne pouvons pas les faire à tout le monde. Donc les tests de résistance et tout ce qui suit, donc... Et des examens peuvent se faire à l'extérieur, je veux dire que ce n'est pas spécifique. Oui, professeur Boussereau. Si vous permettez, justement, ces soucis, ces difficultés d'approvisionnement en réactifs ou bien en équipement ou tout produit de laboratoire, on le vit. On le vit et moi je pense, à mon avis, et je pense que mes collègues partagent cette idée, c'est dû au fait qu'il n'existe pas encore d'entité ou de direction de laboratoire qui est là pour veiller, pour accompagner ces laboratoires, pour faire un état des lieux, un constat, pour répondre aux besoins de ces laboratoires et surtout répondre aux exigences et ses difficultés. Et je pense que c'est ça le souci. Tant qu'il n'y a pas une entité ou une direction qui est chargé donc, de booster ces laboratoires, donc de les accompagner. Et je pense que ce problème va persister. Oui, juste pour dire que, vous savez, maintenant, les réactifs, ils sont aussi dans les médicaments. Donc, et donc, la part du lien, ça revient aux médicaments.
qui coûtent cher et qui sont à la charge de l'État. L'État prend en charge les malades. Maintenant, par rapport, vous savez qu'il y a le programme autour du malade, c'est notre feuille de route qu'a mis Monsieur le ministre depuis déjà 2 ans. Nous sommes à la 2e phase et donc on travaille sur la proximité justement et sur c'est la disponibilité des médicaments et des réactifs sur place. Donc on y travaille dessus et on espère y arriver. De toute façon, il y a des instructions dans ce sens. Je pense que voilà. On doit améliorer le parcours du malade pour qu'il y ait une bonne équité, une accessibilité à tout sur les lieux où il consulte, qu'il n'ait pas à faire plusieurs déplacements. C'est-à-dire on essaye de leur assurer le max là où ils sont. Et ça, je pose toutes ces questions parce qu'il y a eu quand même, peut-être que là ça va un peu mieux, mais il y a eu quand même des dysfonctionnements il y a quelques années au niveau de la PCH, vous pouvez le confirmer, professeur Rachour, où vous avez dû switcher pour les médicaments, par exemple, pour certains malades, ce qui crée encore une fois des résistances, par exemple, pour le suivi des malades, ce qui est un peu embêtant quand même pour l'infectiologue que vous êtes. Oui, c'est vraiment embêtant, mais il faut le dire, c'est quand on fait nos commandes, il y a des cahiers de charges. On est dépendant de cela. Donc nous, on fait nos commandes à notre tutelle les transmet systématiquement à la PCH. Des fois, il y a des couacs. Donc la commande n'est pas assurée à 100%. Donc nous, on se retrouve un peu, si vous voulez, un malade qu'on a habitué à telle molécule, où on a la bonne observance, on a son équilibre et tout ce qui suit, on est dans l'obligation de switcher. Et de switcher, c'est pas toujours qu'on a toutes les molécules pour pouvoir switcher comme il faut, parce que c'est des familles. Il faut respecter les trucs. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, parce que là, on parle il y a quelques années de cela. On est à l'aise. On est à l'aise. Oui, on est à l'aise, mais on reste encore dans la dispensation, dans le temps qui est un peu difficile. Oui, vous savez que nous disposons d'un guide de prise en charge avec des schémas, des protocoles qui sont codifiés. Et alors, les besoins qui sont exprimés, parfois, il y a un souci aussi dans l'expression des besoins, un souci dans le temps. Donc, parfois, l'expression des besoins arrive en retard. Et d'autant plus que quand vous parlez de la PCH, ça dépend aussi de l'appel d'offres. Parfois, il y a des appels d'offres qui reviennent fructueux. Et c'est ce qui a posé quelques petites perturbations. Je pense que pour le moment, on est à l'aise parce qu'on a même fait des réunions pour travailler avec les centres, pour travailler, d'autant plus qu'il y a la régulation entre les différents centres pour la prise en charge, pour une meilleure prise en charge, et justement pour éviter cette résistance, parce qu'on a peur d'avoir des résistances par rapport à ces médicaments, d'autant plus que nous disposons même d'un plan de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Et donc, on y travaille. Il y a une régulation entre les centres et on essaye de mettre un mécanisme, justement, pour essayer d'éviter cette perturbation. Oui. Alors on arrive un peu à la partie pédagogie, si vous permettez. On a vu un peu ça dans le reportage, mais je pense qu'il est essentiel de le rappeler. Est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de phase séropositif et de phase sida, ou plutôt on parle d'une manière plus générale de population ou de personnes vivant avec le VIH? On parle de personnes vivant avec le VIH, mais il faut savoir c'est à quel moment qu'on le reçoit. Donc il y a ce distinguo qui se fait systématiquement. Moi je préfère les recevoir à la phase de primo-invasion. Donc une meilleure prise en charge, une meilleure visibilité à moyen et à long terme pour lui, que de le recevoir à un stade avancé, à un stade sida où je suis limitée. C'est-à-dire il est en train de me faire les complications, il peut les faire toutes comme il peut en faire qu'une seule, et vraiment j'arriverai à l'équilibrer facilement, à le stabiliser. Parce qu'au réel, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant pour nos patients? Une fois que la maladie elle est là, je ne peux pas revenir en arrière, il va vivre avec. C'est une pathologie qui est passée à la chronicité et elle est gérable dans sa gestion. L'idéal pour moi, c'est de lui assurer une qualité de vie. Et pour qu'il ait une qualité de vie, j'ai beaucoup d'autres facteurs qui doivent venir s'associer à ça. Il faut que les gens acceptent la pathologie. Et ça, c'est un handicap, ce n'est pas le cas. Il faut que j'en parle pour sensibiliser un peu plus. Il ne faut pas que je le montre du doigt. Malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que ces malades sortent de leur région. Ils vont consulter ailleurs pour qu'ils passent inaperçus.
Est-ce qu'il est exceptionnel aujourd'hui de traiter des personnes qui ont dépisté, c'est-à-dire une personne avec très peu de symptômes ou pas de symptômes, c'est-à-dire une personne, voilà. Oui, la plupart arrivent à... Oui, nous avons beaucoup. La plupart des jeunes que nous avons. Oui. La plupart des jeunes que nous avons arrivent à un stade tout à fait au début. C'est magnifique parce qu'ils ont pensé, ils se sentent dépistés, c'est extraordinaire, mais c'est ce que nous voulons. Que le dépistage se fasse précocement. Il faut rappeler juste ça, c'est important parce que pour l'Algérie, on est dans, c'est-à-dire qu'on teste et on traite. Voilà. Donc on ne regarde pas le taux de CD4, c'est-à-dire toutes les personnes diagnostiquées oui, voilà. Donc quand vous allez regarder sur le rapport, vous allez trouver qu'on n'est pas à 100%, alors qu'en réalité, toute personne qui a été dépistée, elle est traitée. Oui. Sauf si la personne elle ne veut pas, et à ce moment-là, c'est autre chose. Mais toute personne dépistée, elle est traitée. Oui. Il y a un point très important aussi, il faut dire que là, pendant tout le mois de décembre, on voit des campagnes de sensibilisation. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pendant le mois de décembre pour se faire dépister justement. Peut-être que le travail aussi qui doit être fait, c'est penser à faire ces campagnes pendant toute l'année, en parler, banaliser le dépistage aussi dans des endroits publics, ce que font aujourd'hui les associations. Peut-être que les associations devraient faire un travail plus rigoureux et toute l'année, pas uniquement pendant le mois de décembre. Nous espérions avoir une association avec nous ce soir, mais la plupart sont en déplacement, notamment à Tamarasset. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire aujourd'hui, il faudra peut-être travailler là-dessus aussi, faire des campagnes toute l'année. Oui. Mais je dois rendre hommage à ces associations qui font un travail vraiment merveilleux, parce que là, ils mènent des campagnes, c'est-à-dire ils ont un plan d'action annuel. Oui. Ils ne font pas que durant le mois de décembre. Peut-être il y a cette visibilité. C'est la médiatisation, peut-être. C'est la médiatisation au mois de décembre. Mais sinon, ils travaillent tout de la même manière, de la même cadence. Ils travaillent, ils travaillent. Ils organisent des campagnes, par exemple, au niveau des plages, au niveau des places publiques. Il y a des conventions même. En tout cas, il y a moins de visibilité. Il y a moins de visibilité, certes, parce que ces associations, il faut le dire, qui travaillent beaucoup plus avec ces populations qui sont le plus à haut risque d'exposition. Parce que là, je pense que les médecins doivent jouer un rôle dans le personnel médical par rapport à la sensibilisation pour la population générale, mais pour les associations, on est content qu'ils mènent ces activités auprès de ces populations qui sont à haut risque et surtout qu'auprès de nos jeunes. Maintenant, et comme vous le savez maintenant, on a beaucoup d'utilisateurs de drogues injectables, malheureusement, et ils font un travail vraiment pour les pour une prévention combinée, pour les sensibiliser, pour les accompagner à se faire dépister. Donc franchement, il y a un travail, mais il faut peut-être médiatiser davantage. Il faut, même vous, je vous demande, là, je fais le plaidoyer pour multiplier des... Absolument, on parlait toute l'année. Des émissions comme ça qui peuvent... Oui, voilà. Parce que je pense que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés par rapport au dépistage. Les gens ne se font pas dépister spontanément. Alors on parle depuis tout à l'heure des populations à risque. Est-ce qu'on peut les rappeler? C'est qui les populations à risque, professeur Achol? Alors les populations à risque, je commencerai par celle qui actuellement est un peu où les chiffres ont augmenté. C'est la population où il y a les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Actuellement, nous assistons quand même à une augmentation du nombre de cas dans cette frange de population. Nous avons également les professionnels du sexe. C'est une réalité, mais je pourrais dire quand même, à partir des 2 enquêtes ABBC qui ont été faites entre 2019 et 2024, le chiffre a légèrement baissé dans cette population par rapport à ce qu'on avait en 2019. Maintenant, les utilisateurs de drogue, là, ça commence à nous inquiéter parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et là, c'est le fait qu'il y en ait beaucoup. Ils sont dans un état second, ils peuvent faire des petites bêtises, si on peut se permettre de dire, d'avoir un écart de comportement et là qu'il y ait ce risque d'une utilisation d'une seringue de quelqu'un d'autre ou d'avoir un comportement à risque. Voilà les populations les plus à risque. Mais je dirais quelque chose d'important. Ça, ce sont les populations clés qui risquent de transmettre. Mais en réalité, la population qui est la plus à risque, et elle l'a dit Mme Hamadi au départ, il faut le dire, c'est la femme. C'est la femme enceinte. C'est les jeunes, c'est les adolescents. Ça, c'est des populations où il faut vraiment faire attention. Oui. Alors, avant peut-être
Il y aura une question en tout cas sur ça aussi, sur la transmission mère-enfant. On parle de comportement à risque. Est-ce qu'on parle suffisamment du fait de se protéger? Est-ce qu'on parle suffisamment de préservatif, docteur Hamadi, ou ça reste encore un tabou? Tabou peut-être pas, parce que c'est très important. C'est 80% à peu près de transmission sexuelle, ou un peu plus, hein, professeur Achour. Oui. Mais peut-être qu'on ne parle pas assez. Voilà. Peut-être qu'il faut en parler davantage. Donc là aussi, je pense qu'à tous les niveaux, on doit en parler. À tous les niveaux. Parce que là, au niveau de ces populations clés, oui, il y a un travail qui se fait, c'est ce qu'on appelle la prévention combinée, mais auprès de la population générale, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Justement, c'est pour ça que c'est important le rôle d'un centre de dépistage, parce que le rôle de ce centre, non seulement c'est de faire le dépistage, mais de donner aussi des conseils, particulièrement pour un traitement des IST éventuellement, ou de conseiller le port, enfin les mesures telles que le port de préservatif. Le fait de se protéger, tout simplement. De se protéger. Oui. Alors pour les personnes sous traitement, est-ce qu'il est aussi important de se protéger? Alors quand ils sont au début sous traitement, déjà nous, de principe, on leur demande qu'il n'y ait pas de rapport. Parce que tant qu'on n'a pas obtenu l'indétectabilité, qui dit qu'ils sont presque, le virus est à 99%, si vous voulez, il est un peu inhibé. Mais le risque du 1% existe. D'accord. Donc on leur dit toujours de faire attention. Une fois qu'on a une année de bon suivi, c'est quelqu'un d'observant, qui écoute, qui comprend, à qui on a tout expliqué et qui applique, on peut dire oui, vous pouvez. Mais toujours avec des personnes dont il connaît le profil. C'est-à-dire ne pas prendre de risques. Ah oui. Il faut rappeler aussi peut-être les bons réflexes, hein, dans des endroits, on va dire des endroits anodins, hein, comme chez le coiffeur ou encore chez le dentiste. Alors il faudra agir de manière à ce que tout le monde soit, j'ai envie de dire, potentiellement contaminant. Oui, le fait de rappeler les modes de transmission, je pense à tous les niveaux, là, c'est important. Donc, j'allais dire, du matériel aiguisé, tranchant, donc tout ça, il y a un risque. Donc, il faut stériliser, il faut utiliser des outils à usage unique, donc tels que la seringue, par exemple. Donc, tout ça, oui, il faut en parler. Il faut en parler de tout ça, il faut parler du préservatif pour pouvoir faire, en fait, se protéger contre ces maladies. Oui, puisqu'on parle de prévention ou du fait de se protéger, notamment chez les populations à risque, pourquoi on ne parle pas suffisamment en Algérie de la prophylaxie pré-exposition, docteur Hamadi? La PrEP. La PrEP, vous savez que c'est parmi les c'est un tabou, c'est un grand tabou. Un tabou, pas dans le sens dans lequel vous le dites. Vous savez, voilà, il faut voir le pourquoi de la chose. La PrEP, ça a été discuté déjà en milieu du personnel médical, hein, de dire il y a une étude qui a été faite, nous l'avons inscrit même dans le plan national stratégique, mais même le personnel médical, il est hésitant. Vous savez, parce que on a peur de la propagation. D'autant plus qu'on se dit, oui, il faudrait que la personne, déjà, quand on regarde que les personnes qui sont les personnes vivant avec le VIH, c'est pas toutes les personnes qui sont observantes et qui sont, j'allais dire, qui ne suivent pas leur traitement convenablement. Donc la PrEP, c'est comme un effet de mode. Donc oui, j'ai la PrEP, je peux faire tendance. Mais il y a eu des études, docteur Hamadi, si vous permettez, qui ont été quand même réalisées. Pas très concluantes. Il y a une méta-analyse qui n'était pas très concluante. Non, ça, récemment, je vais vous dire. On en parlait hier, d'ailleurs, à l'occasion d'une journée justement de sensibilisation. On a parlé justement de l'innovation aussi dans la PrEP. Aujourd'hui, il y a de l'injectable. En s'injectant 2 fois par an, on peut se protéger. Et ça a été très concluant. Hein. Le test a été fait sur quelque chose comme 5000 personnes. Ça, c'est nouveau. Vous savez, tout ce qui est nouveau, donc il faut est-ce qu'on y pense chez nous? Est-ce qu'on y pense? On y pense toujours. Vous savez, on y pense. Si vous permettez, Madame Hamadi. Oui. Alors,
on y pense tous les jours. Oui. Il faut le savoir. Donc, on suit de près toute innovation qui ramènera un plus à nos malades. Nous sommes dans un pays musulman. On va aller dire clairement. Nous sommes dans un pays musulman. Autoriser ça, c'est ouvrir la porte à ce qu'il y ait des comportements. Mais ça existe déjà, professeur Achour. Vous ne pensez pas que c'est un peu c'est un peu incongru? On sait très bien qu'il y a des populations vulnérables, on sait très bien qu'il y a des professionnels du sexe, on sait très bien qu'il y a des personnes qui se droguent. Oui. C'est un peu c'est incongru. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre de se dire que c'est contre la religion. Au contraire. Non, vous m'avez pas. Laissez-moi finir. D'accord, laissez-moi finir. On vous a donné le bon exemple, Madame Hamadi, quand elle a commencé à parler, elle vous a dit c'est une maladie chronique. Très bien. Et elle a commencé par vous dire quoi? En vous disant que les gens se disent, bon, très bien, il y a le traitement, il est gratuit, tiens, pourquoi pas, je vais faire mon expérience. Puis ça va devenir... mais il ne faut pas... Vous pensez que ça va banaliser, c'est ça Effectivement. On est dans une période où on est en train de tirer la sonnette. Vous ne pensez pas que c'est déjà banalisé chez les populations cibles? Non. Pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut rappeler... faire encore. Il reste beaucoup à faire. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, l'avènement de la trithérapie, il y a une baisse de vigilance et les gens n'utilisaient plus le préservatif. Et donc là, on a assisté à une augmentation des nombres de cas. Donc il faut vraiment être très prudent, aller doucement. Il y a une réflexion, oui, mais s'il y a des molécules qui vont être pour le bien-être de nos malades, bien sûr qu'on va y arriver. Être demandeur. Mais c'est nouveau. Il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste pas beaucoup de temps. Il n'y a pas assez de recul. Oui, j'ai compris. Est-ce qu'on peut rappeler les modes de contamination? Ça, c'est très important. Oui, vous savez, on a deux grands modes. C'est le mode transversal et le mode vertical. Dans le mode transversal, nous avons la transmission hétérosexuelle. C'est celle qui est la plus rapportée. Et actuellement, c'est beaucoup plus les hommes ayant des rapports sexuels. La tendance est en train d'augmenter, mais ça reste toujours sexuel. La transmission sanguine, nous avons un peu moins, parce que tout ce qui est transfusion, greffe et tout ça, c'est contrôlé, c'est automatique depuis 92 en Algérie. Il restera maintenant les accidents d'exposition, ça arrive dans le corps paramédical. Vous avez les UDI, également les utilisateurs et le partage des seringues. Nous avons encore quelque chose qui malheureusement, qui est, voilà la tendance quand on suit le tatouage. Et ça, le piercing, ça c'est une tendance. Et également, on n'a pas pris les précautions et on se retrouve des gens qui s'exposent. Voilà, comme ça. Nous avons un peu la hijama aussi. Quand on utilise les anciennes méthodes, il n'y a pas de matériel jetable, il n'y a pas de truc. Il y a ces risques. Et la transmission verticale, mère-enfant, là, on était magnifiquement bien jusqu'à 2019. Et la Covid, elle est venue un peu nous casser. Comme tous les pays du monde, on n'est pas les seuls. Et là, on est en train de prendre le dessus. Il y a plein de programmes par le ministère dirigés dans ça pour pouvoir essayer de rattraper. Et nous travaillons pour. Madame Hamadi pourra vous donner même les chiffres avec exactitude. L'allaitement, un mode de contamination méconnu. Oui, nous, c'est proscrit. D'accord, donc c'est interdit. C'est interdit. Toute patient, toute femme vivant avec le VIH, n'allaite pas. D'accord. Et pour l'accouchement, par voie basse ou plutôt césarienne? Alors, tout dépendra de sa charge virale. Ça, c'est fait systématiquement à partir du 7e mois. On fait une charge virale parce que nous aussi, on veut protéger nos confrères, on le dit. Donc, habituellement, ça dépendra du moment où on a dépisté la femme. Si elle est dépistée vers le 6e mois, le 2e trimestre, automatiquement, c'est une césarienne. Oui. Alors, on parle depuis tout à l'heure du dépistage, professeur Bouzroub. Que change concrètement le fait de se dépister tôt, c'est-à-dire un diagnostic précoce? Que change vraiment pour un malade atteint du VIH? Oui, ça change beaucoup. Diagnostiquer précocement l'infection veut dire se prévenir, déjà donc arrêter cette chaîne de transmission, parce que le patient, donc il sait qu'il est porteur du virus, donc il va faire beaucoup plus attention à transmettre. Donc là, déjà, on arrête cette chaîne de transmission. C'est plus préventif, ça c'est clair. Et comme elle l'a dit le professeur Achour, un diagnostic précoce, un dépistage précoce veut dire une prise en charge médicale précoce, une prise en charge psychologique précoce aussi, qui est très importante pour la qualité de vie de ce patient. Donc c'est pour ça que on le dit toujours, et il faut un diagnostic précoce de cette infection. Alors il nous reste
plus beaucoup de temps. On termine sur les traitements. Hein. Il faut dire aujourd'hui que les traitements quand même inscrivent les malades sur un chemin de vie. Hein. On nous dit depuis tout à l'heure que c'est une maladie chronique. Les traitements ont transformé littéralement la vie des personnes atteintes du VIH. Non, c'est la prise unique. Voilà, on est passé de 3, de 4 à 5 comprimés, comprenez. Maintenant, c'est la prise unique. C'est extraordinaire. On reste toujours sur une prise quotidienne. C'est une prise quotidienne. D'accord. Un horaire fixe de préférence, parce que le virus s'habitue à un horaire, si on peut se permettre, pour ne pas lui redonner la chance de reprendre à travailler à son propre compte. Oui. Alors, une prise jour, oui, à vie. D'accord, à vie. Okay. L'observance. Jusqu'à présent, nous travaillons pour qu'elle soit toujours bonne. C'est une obligation dans notre suivi. Très bien. On termine avec vous, docteur Hamadi, la stigmatisation. Hein, on en parle notamment dans le milieu médical. Ces personnes souffrent encore de discrimination dans le milieu médical. Parfois, certains préfèrent ne pas déclarer, d'ailleurs, hein, ce qui est un peu dangereux, ne pas déclarer qu'ils sont atteints du VIH. En fait, ne pas déclarer ou déclarer si le personnel... Parce qu'on les prend oui, pas. je veux dire, voilà. Il y a même des textes réglementaires sur la discrimination et la stigmatisation. Donc, la personne peut être... Non, les lois existent. Même, les lois existent, c'est leur application qui fait défaut. Mais je dirais que si on applique, si le personnel applique les mesures d'hygiène universelle, il n'y a pas de risque. Ça veut dire que maintenant, si je n'applique pas, à ce moment-là, j'ai peur de l'autre. Et il faut rappeler quelque chose. Peut-être. Vous pensez que c'est une méconnaissance? C'est une peur qui n'est peut-être pas vraiment expliquée. C'est une peur, c'est la peur de quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on a peur de l'avoir, et c'est tout. Mais je pense que, heureusement que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc ça persiste, on y travaille dessus, mais j'espère qu'on va y arriver parce que c'est vraiment des barrières pour la réponse nationale. Absolument. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission. On est arrivé au terme. J'espère qu'on a pu répondre, en tout cas, ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous posez à ce sujet. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir. C'est comme ça, mesdames.